Bonjour et merci d'être avec nous pour ces rencontres de la recherche et de l'innovation consacrées pour cette édition à la transformation de l'offre dans le médico-social. Et qu'il s'agisse du grand âge ou du handicap, les défis à relever pour le maintien dans l'autonomie sont importants. On le verra tout au long de la journée. Ils concernent l'accompagnement des personnes concernées et ils concernent l'organisation des services et des structures. On le verra dans des offres plus coordonnées, plus globales de services à l'échelle des territoires et des expériences. On le verra aussi tout au long de la journée, des expérimentations se déploient, se multiplient dans le territoire. La question est comment les généraliser, avec quels moyens, dans quel cadre. On va en discuter tout au long de la journée avec les personnes qui se relayeront sur ce plateau. Il y aura des chercheurs, il y aura des opérateurs, il y aura des personnes concernées, il y aura des représentants d'institutions. On parlera ensemble de tous ces enjeux-là. On verra ce matin, dans un premier temps, quels sont les enjeux de cette transformation de l'offre et puis comment elle s'opère au niveau des établissements, au niveau des personnes avec un focus sur les aidants, au niveau aussi des services partant dans des voies de plateformisation. Et puis cet après-midi, dans la dernière partie, nous regarderons un peu les leviers de cette transformation, notamment l'appui aux structures pour opérer ces changements-là. Et puis nous aurons une dernière table ronde plus prospective pour essayer de voir comment cette transformation peut aussi aider à anticiper les défis futurs à venir, notamment en termes de prévention. Alors on le fera ensemble avec les personnes sur le plateau, mais comme à chaque édition, aussi avec vous. Et vous avez un espace de chat qui est disponible sur votre écran pour laisser des témoignages, pour laisser des questions, des commentaires. Et n'hésitez pas, on prendra à la fin de chacun de ces débats un petit temps pour échanger avec les intervenants sur la base de ces questions-là. Et puis nous avons aussi notre illustratrice qui nous accompagne avec joie et qui apportera ses petits dessins sur chacune de nos tables rondes avec un regard à la fois amusé et poétique. Elle nous fait un petit coucou d'ailleurs. Émilie Serralta est avec nous depuis sa loge. Voilà, vous la voyez dessiner et de la même manière qu'elle dessinera chacune de ces problématiques et résumera un peu nos échanges. On va tout de suite débuter par un premier temps d'introduction. Temps d'introduction partagé et j'ai la chance et l'honneur de pouvoir partager ce temps d'introduction avec Maëlys Lebaillon, directeur de la CNSA, et Myriam Vinance, présidente du conseil scientifique de la CNSA. Maëlys Lebaillon, la parole est à vous. Merci beaucoup Régis, et ravi d'être à vos côtés et à ceux de tous les professionnels, intervenants qui vont tout au long de la journée discuter de cette thématique qui est vraiment au cœur de ce qu'est la branche autonomie, de ce qu'est la CNSA. La transformation de l'offre, c'est le sens même de notre action quotidienne. Comment mettre ensemble les professionnels, les financements, la formation au service du choix, du droit, du respect du droit des personnes. Et je pense qu'on est dans un moment un peu particulier. Cette bataille culturelle, longue, elle est désormais quasiment gagnée. On sait tous qu'il faut qu'on transforme l'offre pour mieux respecter les droits des personnes. Mais il faut qu'on arrive, et ça va être le sens de cette journée, à passer le cap, généraliser, sortir de l'expérimentation territoriale et se donner des lignes directrices pour permettre que chacun, où qu'il réside, puisse être écouté, que l'on ajuste ses pratiques professionnelles, son lieu de résidence par rapport aux souhaits des personnes. Et donc c'est le cœur finalement de la transformation de l'offre, c'est l'outil au service du choix, du droit des personnes en situation de handicap évidemment, mais aussi âgés, dans un moment particulier, avec des défis, on y reviendra, qui sont nombreux. Sur le champ du handicap, on voit à quel point on réinterroge la citoyenneté, et c'est heureux depuis la loi de 2005, mais on a encore un chemin à faire. Le débat sur la désinstitutionnalisation sera forcément au cœur de nos discussions. Et puis dans un deuxième champ, celui des personnes âgées, où on a 400 000 personnes âgées en perte d'autonomie en France supplémentaires à accompagner d'ici 2030. Comment nous nous organisons pour respecter leur choix de vie? Comment aussi on ouvre leur réflexion personnelle pour se dire qu'être accompagné, c'est peut-être pas forcément dans le domicile historique dans lequel on a été. Avec quel professionnel, quelle formation? Voilà autant de défis qui nous amènent à réfléchir. Alors je voulais revenir sur peut-être 3 axes. Ce premier axe du respect du droit, c'est la question de pouvoir réinterroger nos pratiques professionnelles sur la façon dont on écoute les personnes. Aujourd'hui encore, le mécanisme est celui de l'orientation. Des professionnels posent un diagnostic et vous orientent. C'est le champ du handicap.
comment la parole des personnes est remise au cœur de tout cela, comment on écoute l'entourage aussi, comment on s'appuie sur les professionnels du quotidien pour construire ensemble la réponse, la solution, comment on ouvre aussi le chakra de l'ensemble de notre système pour se dire que toute personne, qu'elle soit en situation de perte de parole verbale, peut être entendue par des outils différents, par la communication alternative, que chacun est en capacité de décider pour lui-même. Ça, c'est vraiment un élément essentiel, je le trouve. Et cette décision, ce n'est pas forcément décider à sa place, c'est décider avec, en écoutant, et c'est aussi construire des solutions qui respectent ses choix. Le débat sur la désinstitutionnalisation, il est finalement, pour moi, assez à côté, puisque certaines personnes feront le choix de continuer à vivre dans ce qu'on a appelé historiquement des institutions. Ce qu'il nous faut, c'est construire une approche domiciliaire de ces institutions, que ce soit en EHPAD, dans les maisons d'accueil spécialisées pour les personnes en situation de handicap ou autres. Mais elles font ce choix-là et elles le souhaitent, et c'est le choix du quotidien. D'autres, au contraire, font le choix depuis très longtemps de pouvoir aller dans un domicile ordinaire, et il faut qu'on le permette de le respecter. Comment est-ce qu'on construit ensemble cette capacité à écouter, à orienter, en partant de la parole des personnes, pour construire ensuite nos solutions? Je pense que c'est le premier axe important, on y reviendra tout au long de la journée. Le deuxième axe, celui des professionnels. On le sait, ils sont très innovants. On est dans un secteur où on a la chance, on en avait parlé l'année dernière, d'avoir beaucoup d'innovations, de pratiques nouvelles, managériales, d'innovations technologiques, j'y reviendrai derrière. Mais les professionnels aujourd'hui, force est de constater que leur formation initiale ne correspond pas toujours à cette vision renouvelée. Denis Piveteau nous avait beaucoup interpellés en 2022 lorsque, dans son rapport, il avait donné une nouvelle vision de ce qu'était l'accompagnement au quotidien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on franchisse ce cap, qu'on parte de l'expérimentation de nouveau, l'équipe locale qui a réussi à se former vers une généralisation. Ça part de la formation initiale, on n'y est pas encore, on a besoin de continuer à travailler avec nos IRTS, avec nos infirmiers, nos aides-soignants, dans la formation initiale, mais aussi tout au long du quotidien, puisqu'on voit que c'est un parcours qui s'adapte vraiment à chacun, et des professionnels qui ne sont plus ancrés dans une institution, dans un lieu, mais qui deviennent mobiles, parce qu'ils suivent les personnes, et les personnes, elles souhaitent pouvoir changer. Ce sont des personnes qui vivent tout simplement, qu'elles soient en situation de handicap ou âgées. Il faut qu'on les suive dans leur vie, dans leur choix de vie, au travail, à l'école, dans l'emploi, mais aussi dans les modifications de logement. Et donc, on doit passer du professionnel ancré au professionnel mobile. C'est la grande révolution qui doit être devant nous et qui doit nous permettre de respecter justement ces choix de vie. Et puis, peut-être se dire aussi que pour construire ces solutions, il faut qu'on fasse appel à l'innovation technique, technologique. On parlera d'intelligence artificielle, on parlera d'autres thématiques. Je crois à nouveau que ce sont des outils. Ça ne peut pas être le tenant, l'aboutissement, juste faire de l'efficience par l'innovation. C'est comment, grâce à l'innovation technologique, la parole est captée. Comment, grâce à l'innovation technologique, on libère du temps de professionnels pour pouvoir être justement dans cette interaction quotidienne, sociale avec les personnes qu'elles accompagnent. Donc on a vraiment autour de nous un méandre d'innovation, d'expérimentation. Il faut qu'on passe vraiment à l'acte national. La CNSA, c'est son rôle, vous le savez, elle travaille, elle met en place une réflexion profonde et on aura les inspecteurs de l'Inspection générale des affaires sociales qui vont nous aider avec les travaux. On a 250 millions d'euros qu'on met aussi sur le terrain au quotidien en ce moment pour accompagner cette transformation de l'offre. Mais il faudra que les législateurs, le Parlement soient en capacité de nous accompagner sur cette vision cible aussi. C'est de la planification, c'est de la programmation, cela prend du temps. Il faut qu'on en ait tous conscience parce qu'on ne transforme pas du jour au lendemain l'ensemble de l'offre médico-sociale en France. Merci. On voit bien les jalons que vous posez, qu'on aura tout au long de la journée, celui de l'autodétermination, celui du changement des pratiques des professionnels, celui des outils et de l'appui aussi. Myriam Vinance, votre regard introductif sur cette thématique. Merci Régis, merci à la CNSA également de m'avoir conviée en tant que présidente du conseil scientifique à introduire ces journées avec Maëlig. Donc je vais faire écho à son propos, mais en resituant peut-être cette question de la transformation de l'offre dans une histoire, alors tracée à très très grands traits, mais pour insister sur certains enjeux actuels et certains défis. Alors dans un premier temps, je voudrais souligner que le secteur médico-social, c'est un secteur qui s'est toujours transformé. Historiquement, ce secteur il se développe courant du XXe siècle, donc sous l'initiative d'une diversité d'acteurs qui ont créé donc des établissements et des services
pour prendre en charge en fait des personnes qui avaient des problématiques qui étaient à la fois sociales et médicales. Donc héberger les personnes âgées dépendantes, éduquer les enfants handicapés, réadapter les personnes, les adultes handicapés, etc. Mais en fait, dès le début, en fait, ces acteurs vont transformer ces établissements et ces services. Pour vous donner un exemple, en fait, à la fin des années 60, il y a une association qui est préoccupée par le sort des enfants polyhandicapés, qui à l'époque d'ailleurs sont considérés comme inéducables, qui va créer pour eux un établissement spécialisé, mais sous le format asilaire. En fait, c'est 160 lits en internat. En dortoir, donc organisé en dortoir, mais très vite, en fait, les professionnels vont se rendre compte que ce n'est pas adapté. Donc, en fait, ils vont réduire le nombre de lits, ils vont ouvrir un externat, ils vont adjoindre un service à domicile. Et puis, aujourd'hui, cet établissement existe toujours, mais il est constitué, en fait, de 3 internats, 2 externats, 2 services de soutien à domicile. Donc, en fait, le médico-social, il a toujours été un secteur extrêmement inventif, avec des professionnels qui expérimentent et qui adaptent leurs pratiques en permanence pour mieux répondre aux besoins des personnes. Alors, si ce secteur s'est toujours transformé, on peut s'interroger, mais qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste à transformer aujourd'hui? Et pourquoi parle-t-on de cette transformation de l'offre médico-sociale? Alors, Monsieur Le Baillon, vous avez exposé les grands chantiers à venir et les grands axes de cette transformation de l'offre. Pour ma part, je voudrais revenir sur certains défis que soulève justement l'enjeu du renforcement des droits pour soutenir effectivement l'autonomie. Vous en avez également parlé. Parce que ce qui est nouveau pour moi aujourd'hui, c'est ce changement de perspective. Parce qu'en effet, il ne s'agit plus, en fait, ou plus seulement de prendre en charge, mais bien d'accompagner les personnes dans leur parcours de vie en s'appuyant notamment sur leur capacité à l'autodétermination. Autrement dit, il ne s'agit plus ou plus seulement de répondre à des besoins, même si en fait cette terminologie reste prégnante, et si effectivement c'est la base de l'accompagnement, mais il s'agit surtout en fait de rendre effectif pour les personnes un ensemble de droits civils. Donc, vivre chez elles, quel que soit le lieu, aller à l'école, travailler, etc. Et ce changement de perspective, il pose un certain nombre de défis, et je voudrais en souligner 2, qui me semblent majeurs. Alors le premier défi, c'est celui de parvenir à concilier la diversité, voire la diversification de l'offre et son organisation tant au niveau national que dans les territoires, justement pour une mise en œuvre effective au service de l'autonomie des personnes. Parce qu'en effet, aujourd'hui, l'offre médico-sociale, elle est extrêmement diversifiée, qu'il s'agisse de prestations, de services, d'établissements. Cette diversification, en fait, elle a résulté d'un processus de spécialisation des prises en charge en fonction de la spécificité des personnes, mais aussi en fonction de la spécificité de leurs besoins. Mais en se spécialisant et ainsi en se diversifiant, en fait, les services et les établissements ont resserré leur champ de compétences. D'où une distribution, en fait, une division du travail social entre différents acteurs, professionnels ou non. Et donc se pose au premier chef la question de la coordination. Coordination entre les acteurs du médico-social, entre eux, mais aussi avec les professionnels du sanitaire. Coordination entre les professionnels, mais aussi avec les proches aidants. Et d'ailleurs, dans son dernier avis consacré au renforcement du soutien aux proches aidants, le Conseil scientifique a souligné l'importance de financer notamment des fonctions de care management qui sont trop souvent prises en charge par les proches aidants. Et Olivier Giraud, d'ailleurs, reviendra dans la journée sur cette question des proches aidants. Alors, également, cette diversification des prestations, elle pose la question de la structuration de l'offre sur le territoire. Parce que la logique de spécialisation et de personnalisation aussi des accompagnements rentre en tension avec le processus qu'on pourrait appeler le processus de rationalisation de l'offre, qui est nécessaire pour garantir l'équité territoriale et aussi l'efficience du système. Et donc l'enjeu ici, c'est bien de transformer cette offre en veillant à corriger les inégalités territoriales dans l'accès à l'offre médico-sociale. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour la branche. C'est aussi un sujet sur lequel le Conseil scientifique travaille actuellement. Alors, deuxième défi essentiel, le défi de l'autonomie. Maëlys, vous en avez parlé, qui est vraiment au cœur de cette transformation de l'offre. Parce que donc aujourd'hui, le soutien à l'autonomie ne vise plus à protéger les personnes, parfois d'ailleurs en restreignant leurs droits et leurs libertés, et parfois en les enfermant, comme ça a pu être le cas, mais bien à mettre à leur disposition les aides et les protections dont elles ont besoin pour exercer leur autonomie et leurs droits. Donc ça suppose en fait de faire de l'autonomie
l'horizon du travail d'accompagnement, sans en faire néanmoins une injonction, que ce soit pour les professionnels ou les personnes. Et dans son avis consacré l'année passée à l'attractivité des métiers du médico-social, d'ailleurs, le Conseil scientifique avait insisté sur le fait que le virage domiciliaire et la mise en œuvre d'une politique inclusive changeaient la teneur des métiers du médico-social, le positionnement des professionnels, mais également leurs relations avec les personnes aidées et leurs proches. Alors pour les enfants en situation de handicap, pour vous donner un exemple, ça suppose de former les professionnels aux méthodes de communication alternatives, vous en avez parlé, c'est vraiment essentiel, de pouvoir explorer les capacités de chaque enfant, de pouvoir adapter ces méthodes, de pouvoir leur proposer des activités variées, éducatives et de loisirs, de prendre le temps au quotidien de leur faire choisir aussi. Et c'est ainsi en fait que l'enfant est amené progressivement à participer à des collectifs de taille variée, donc que ce soit d'abord son groupe de vie dans l'établissement, le quartier, sa famille. Finalement, et ce sera ma conclusion, la transformation de l'offre suppose d'aller au bout du processus de désinstitutionnalisation. Vous en avez touché un mot, et c'est vrai que le terme peut être un peu... on s'en méfie en France, il est un peu galvaudé, et en même temps, je pense important d'y revenir, parce que finalement, le processus de désinstitutionnalisation, le défi de ce processus, ce n'est pas la fermeture des établissements qui, effectivement, conviennent à certaines personnes, mais c'est celui de la transformation des organisations de travail des professionnels de manière à ce qu'elles soutiennent l'autonomie des personnes et permettent l'effectivité de leurs droits civils, de leurs droits de citoyens. Je vous remercie. On voit bien que l'enjeu, c'est de valoriser l'excellence des structures, des professionnels, mais aussi en dépassant la spécialisation, en réinvestissant la notion d'autonomie, on va le voir tout au long de la journée. Et à dire tout de même, à préciser que le Conseil scientifique de la CNSA, il est porteur de ces rencontres, de cette journée. Vous avez travaillé au thème, vous avez travaillé aussi à l'organisation de ces journées, donc soyez-en remerciés. Merci à vous deux. J'en profite peut-être juste pour remercier le Conseil et l'ensemble des équipes de la Caisse qui, depuis plusieurs semaines, sont au travail. Et puis, pensée particulière pour Marine Boisson-Cohen et Pearl qui ont été à la manœuvre aujourd'hui. Donc voilà, c'était l'occasion de le dire. Et je complète oh que oui. Merci beaucoup, merci à vous deux pour cette introduction. Merci beaucoup. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de nos échanges de la journée, avec un premier temps de table ronde qui va arriver et qui va nous permettre d'ouvrir le champ du débat et de poser ces enjeux-là.